Ma mère n'a pas baissé la voix, elle n'a pas scié, elle m'a juste regardé de l'autre côté de la table et a dit « Nous avons utilisé ton épargne-études pour la FIV de ta sœur. » Pas d'excuses, pas d'hésitation, Élodie souriait comme s'il s'agissait d'une blague complice que je finirais par comprendre, en disant « Tu comprendras un jour. » Mon père a fait semblant de réorganiser les couverts, j'ai senti la pièce tanguer mais je n'ai pas pleuré, je n'ai pas demandé pourquoi, j'ai posé mon verre calmement et j'ai prononcé un seul mot qui a fendu l'air en deux, remboursement. Et à ce moment-là, tout ce qui constituait notre famille, chaque secret, chaque mensonge a fini par éclater. Avant de continuer, vous me suivez toujours ? Je m'appelle Manon, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai pensé que notre petite banlieue pavillonnaire fonctionnait comme un bouclier, avec ses pelouses impeccables, ses haies bien taillées et ses voisins qui se saluent depuis leur allée de garage, un endroit où famille signifiait sécurité, où les promesses duraient toujours. Mais si vous grandissez en croyant quelque chose assez longtemps, parfois vous ne remarquez pas les fissures jusqu'à ce que tout s'effondre sous vos pieds. Chez nous, les fissures commençaient toujours avec Élodie, elle avait 10 ans de plus que moi, c'était l'enfant roi, la prodige, dès qu'elle a su parler ses photos trônaient au premier plan sur la cheminée et ses trophées étaient exposés comme des pièces de musée, chaque décision dans la maison penchait vers ce qui rendait sa vie plus facile. J'étais l'enfant qui remplissait l'arrière-plan de ses souvenirs, celle à qui on disait « Laisse ta sœur passer en premier » ou « Tu peux attendre ma chérie, tu es jeune ». Au bout d'un moment, j'ai appris à m'effacer avant même que quelqu'un ne le demande, maman appelait ça de l'équilibre, papa appelait ça avoir la paix, moi j'appelais ça la normalité jusqu'à ce que je sois assez grande pour réaliser que la normalité ne devrait pas ressembler à une disparition. Au moment où j'ai eu mon bac, je possédais une chose qui était censée m'appartenir, mon plan d'épargne pour mes études supérieures. Maman et papa en parlaient depuis des années, de la façon dont ils mettaient de l'argent de côté sur ce livret depuis que j'étais toute petite, de leur volonté que j'aie le choix, même quand les finances étaient serrées ils promettaient que cet argent était sacré. Je me suis accrochée à cette promesse comme à une porte de sortie de l'ombre dans laquelle j'avais grandi, mais la vie ne s'est pas alignée comme je l'avais prévu. J'ai pris un poste d'assistante administrative dans un petit bureau du centre-ville, essayant d'économiser assez pour m'inscrire dans une grande école après une année sabbatique, je marchais jusqu'à l'arrêt de bus chaque matin, mon café refroidissant dans ma main, en me disant que c'était temporaire, que bientôt je serais sur le campus à construire quelque chose pour moi. Je ne savais pas alors que l'avenir pour lequel je travaillais avait déjà disparu, si j'avais été plus attentive, peut-être aurais-je remarqué les signes. La façon dont maman évitait de parler d'argent, la façon dont papa détournait le regard chaque fois que je mentionnais les dates limites d'inscription, la façon dont Élodie se vantait de tenter une nouvelle fécondation in vitro sans jamais dire ce que ces tentatives coûtaient. Mais les familles sont étranges, les gens que vous aimez peuvent vous regarder dans les yeux pendant des années et cacher la chose même qui vous brisera, et donc quand ma mère a finalement prononcé ces mots à cette table de dîner, quand elle a dit qu'ils avaient utilisé mon fonds pour la FIV d'Élodie, le choc n'était pas qu'il l'ait fait, le choc était de réaliser à quel point cela avait été facile pour eux. La nuit après ce dîner, je suis restée éveillée à rejouer chaque seconde de la scène, le calme avec lequel maman avait annoncé la nouvelle, le sourire répété sur le visage d'Élodie, la façon dont papa s'était recroquevillé dans le silence comme s'il avait répété sa disparition. J'entendais la même phrase encore et encore comme une fuite d'eau dans une pièce sombre. Nous avons utilisé ton épargne pour la FIV de ta sœur. Le lendemain matin, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était pas aussi grave que ça en avait l'air, peut-être que maman avait exagéré, peut-être qu'il restait encore un peu d'argent, peut-être qu'ils avaient mal compris à quoi servaient ces comptes, les familles font des dégâts, les familles font des erreurs. C'est ce que je me disais en ouvrant mon application bancaire à mon bureau pendant la pause déjeuner, mais quand l'écran s'est chargé, mon estomac s'est noué, le compte épargne était vide, zéro, pas un seul euro restant, et autre chose, une notification que je n'avais jamais vue auparavant, une alerte sur mon dossier bancaire, un incident de paiement lié à un crédit à la consommation que je n'avais jamais contracté. Pendant quelques secondes, mes mains sont devenues froides, quelqu'un avait utilisé mes informations, mon nom, mes détails, tranquillement, avec assurance, comme s'il supposait que je ne vérifierais pas, comme s'il croyait que je ne les remettrais jamais en question. Je n'étais pas sûre de ce qui m'effrayait le plus, la trahison ou la facilité avec laquelle cela semblait s'être produit. Ce soir-là, j'ai abordé le sujet doucement, presque timidement, comme si j'essayais de ne pas réveiller un animal endormi. « Maman », ai-je dit en me tenant dans l'encadrement de la porte de la cuisine, « est-ce que papa et toi avez souscrit quelque chose à mon nom ?»
Elle ne s'est même pas tournée complètement vers moi. Manon, ne recommence pas, tu en fais toute une histoire pour rien, on a fait ce qu'on devait faire pour Élodie. Pour Élodie, ai-je répété en essayant de garder une voix stable. Elle traverse une épreuve difficile, a dit maman sèchement, c'est sa chance d'être mère, les familles se soutiennent, tu comprendras un jour. La même phrase qu'Élodie avait dite, le même ton, le même sentiment de droit acquis, et à ce moment-là quelque chose s'est brisé en moi, pas bruyamment, mais calmement, comme un fil fin trop tendu qui finit par céder. Ce n'était pas du soutien, ai-je dit, c'était mon avenir. Élodie est entrée juste à ce moment-là, tenant une tasse de thé qu'elle ne faisait même pas semblant de boire. Oh, arrête de jouer les victimes, a-t-elle dit, tu es jeune, tu peux recommencer, certaines choses sont plus importantes que l'école. Ce n'était pas juste les mots, c'était la façon dont elle les disait, comme si ma vie était un tiroir de rechange dans lequel elle pouvait piocher chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas un malentendu, c'était un système, un schéma, un choix qu'ils avaient fait ensemble, et si je ne faisais rien maintenant, ça ne s'arrêterait jamais. Les jours suivants ont ressemblé à une marche dans le brouillard, épais, lourd, impossible à respirer. Je suis allée travailler, j'ai répondu aux emails, j'ai assisté aux réunions, mais mon esprit revenait sans cesse à ces chiffres sur mon écran, le compte vide, le prêt que je n'avais jamais pris, la façon dont ma mère avait balayé ça comme si je faisais du drame. Mais le brouillard a une étrange façon de se dissiper quand on arrête enfin de faire semblant de ne pas être perdu. Le jeudi soir, j'ai ouvert mon ordinateur portable sur la petite table de mon appartement et j'ai tout étalé, les économies qu'il me restait, mes fiches de paie, les relevés de ma banque, chaque paiement lié au traitement d'Élodie. Plus je creusais, plus c'était clair, ce n'était pas du soutien, c'était de l'extraction, systématique, planifiée, exécutée dans mon dos. À un moment donné, j'ai trouvé un document avec mon nom sur une ligne de co-emprunteur que je n'avais jamais signé. Je l'ai fixé longuement, sentant quelque chose de froid m'envelopper la colonne vertébrale. Quelqu'un avait utilisé des informations que seule la famille aurait dû avoir. J'ai pensé à chaque fois que j'avais donné mon courrier à maman parce qu'elle disait qu'elle allait le trier. Chaque fois que papa me demandait ma carte d'identité juste au cas où il en aurait besoin pour les impôts. Chaque moment où je leur avais fait confiance sans arrière-pensée. Soudain, mon appartement m'a semblé trop petit, comme si les murs se resserraient. Je suis sortie prendre l'air du soir, frais, calme, ancrant, et j'ai marché jusqu'à ce que mes pas redeviennent assurés. Le lendemain matin, j'ai montré la ligne de crédit à Jade, ma collègue et amie, elle a fixé l'écran puis m'a regardé. Manon, ce n'est pas un accident. J'ai hoché la tête, je sais. Tu ne peux pas laisser ça continuer. Je ne le ferai pas, c'était le pivot, le basculement silencieux du choc à la clarté. Ce soir-là, je suis allée chez mes parents, maman était dans le salon en train de plier des serviettes, Élodie sur le canapé à faire défiler son téléphone, ils m'ont à peine remarqué quand je suis entrée comme si j'étais une interruption plutôt qu'une fille. J'ai posé un dossier sur la table basse, maman a levé les yeux, c'est quoi ça? La preuve, ai-je dit, de tout ce à quoi je n'ai pas consenti. Élodie a levé les yeux au ciel, tu es dramatique. Non, ai-je dit doucement, je suis précise. Elle s'est raidie. Maman a attrapé le dossier, feuilletant les papiers avec des gestes rapides et agacés. Où as-tu eu tout ça? Mes comptes, mes relevés, mon dossier bancaire. Pour une fois, il n'avait rien à dire, j'ai pris une respiration, stable, contrôlée. Si vous voulez parler de ça, retrouvez-moi à la clinique demain après-midi, tous. Élodie a froncé les sourcils, pourquoi? Parce qu'il est temps que tout le monde entende la vérité de la part de la seule personne avec qui aucun de vous ne peut argumenter. Je suis sortie avant qu'il ne puisse répondre, laissant la porte se refermer derrière moi. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petite. Le lendemain après-midi, le ciel était bas et gris sur la ville, un de ces jours muets où tout semble suspendu comme si le monde retenait son souffle. Je me suis garée devant la clinique et je suis restée assise un moment, les mains posées sur le volant, regardant ma famille arriver au compte-gouttes. Élodie est arrivée la première, sortant de sa voiture dans un manteau beige impeccable, le menton levé comme si elle entrait dans une salle de conseil d'administration qu'elle possédait déjà. Marc suivait derrière, les yeux baissés, les épaules tendues, puis maman et papa sont arrivés marchant côte à côte mais pas tout à fait ensemble, la mâchoire de maman serrée, l'expression de papa illisible. Aucun d'eux ne m'a regardé alors que nous entrions dans la salle d'attente, la réceptionniste a hoché la tête poliment, vous êtes là pour la consultation.
J'ai hoché la tête en retour, bien que le mot consultation semblait bien trop doux pour ce qui allait se passer. On nous a conduits dans une petite salle privée, mur blanc, lampe douce, table ronde au centre, c'était trop calme, trop propre pour le gâchis que nous apportions. Élodie s'est affaissée dans une chaise avec un soupir agacé. « Je ne comprends toujours pas pourquoi nous sommes ici », a-t-elle marmonné. « Tu comprendras », ai-je dit en m'asseyant en face d'elle, ma voix était stable, presque calme, ça m'a surprise moi-même. Maman s'est penchée en avant. « Manon, si c'est encore une tentative pour nous faire culpabiliser. » « Il ne s'agit pas de culpabilité », ai-je dit en choisissant chaque mot soigneusement, « il s'agit de vérité. » Avant que quiconque ne puisse répondre, la porte s'est ouverte et le docteur Roussel est entré, une femme dans la cinquantaine avec des yeux bienveillants et le genre d'autorité tranquille qui oblige les gens à se tenir un peu plus droit. Élodie a instantanément adouci sa posture, lissant ses cheveux comme une enfant essayant d'impressionner un professeur. « Merci à tous d'être venus », a dit le docteur Roussel doucement en prenant un siège. « Je comprends qu'il y a une certaine confusion concernant les traitements et les décisions prises au cours de l'année passée. » Confusion ? Un mot poli, trop poli. Élodie a souri avec tout son charme. « Oui, ma famille semble penser qu'il y a eu une sorte de malentendu. » Le médecin a joint ses mains. « Eh bien, parlons ouvertement pour que nous puissions éclaircir les choses. » J'ai observé le visage d'Élodie, la suffisance subtile dans ses yeux. Elle croyait vraiment que le médecin la soutiendrait. Elle ne savait pas ce que j'avais demandé quand j'avais appelé la clinique ce matin-là, pas des dossiers privés, pas des informations confidentielles, juste de la clarté sur des décisions qu'Élodie elle-même avait prises, des décisions qu'elle avait insisté pour que la clinique défende. Le docteur Roussel a expiré lentement. « Élodie, lorsque vous êtes venue nous voir pour la première fois, nous avons discuté de l'origine des difficultés de fertilité que vous et Marc rencontriez. » Élodie s'est raidie. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. » Papa a bougé sur sa chaise, Marc s'est figé. Le docteur Roussel a continué doucement. « Vous savez depuis votre dépistage initial que vos résultats d'examen étaient sains, la difficulté à concevoir ne vient pas de vous. » Silence, lourd, immédiat. Maman a cligné des yeux. « Quoi ? Alors pourquoi ? » « Parce que c'était plus facile comme ça, » a dit le docteur Roussel en jetant un regard bienveillant vers Marc. Élodie a été très claire sur le fait qu'elle ne voulait pas que quiconque le sache. Elle a demandé que nous présentions le traitement comme étant son problème à elle, pas le sien. Élodie a bondi de sa chaise. « Vous violez ma vie privée. » Le médecin a secoué la tête calmement. « Je ne partage rien au-delà de ce que vous avez déjà reconnu devant nous lors des consultations précédentes en présence de votre famille. Je clarifie simplement les choix faits, des choix qui ont affecté votre famille financièrement et émotionnellement. » Le visage de maman s'est vidé de ses couleurs. Papa s'est frotté le front comme s'il avait reçu un coup de poing. Je me suis penchée en avant, ma voix calme mais tranchante. « Donc, l'argent de mes études n'était pas pour la FIV parce qu'Élodie souffrait, c'était pour protéger sa fierté. » Élodie s'est retournée vers moi. « Tu ne comprends rien. » »« Non, ai-je dit, je comprends parfaitement, tu ne voulais pas admettre la vérité, alors tu as utilisé ce qui ne t'appartenait pas. » Sa voix s'est brisée. « Je voulais juste une chance d'avoir une famille, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? » ?»« Rien, ai-je dit doucement, mais prendre mon avenir n'était pas ton droit. » Maman regardait entre nous deux, les yeux brillants de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité, mais une culpabilité qui arrivait bien trop tard. « Élodie, comment as-tu pu nous laisser croire ? » Élodie a craqué. « Vous n'auriez pas aidé. Vous avez toujours dit que Manon pouvait attendre, vous avez dit qu'elle était jeune, vous m'avez pratiquement tendu l'argent. » La bouche de maman s'est ouverte puis refermée, elle n'avait aucune défense. Marc a finalement parlé, la voix basse. « Élodie, c'est allé trop loin. » Elle s'est retournée contre lui. « Tu n'étais pas censé dire quoi que ce soit. » Il a regardé le sol et pour une fois j'ai vu l'épuisement en lui, le désespoir silencieux d'un homme qui portait une honte qui ne lui appartenait pas entièrement. Le docteur Roussel est intervenu doucement. « Je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit, mais les secrets deviennent plus lourds plus on les porte longtemps. » J'ai fouillé dans mon sac et j'ai posé le dossier sur la table, facture, traces de paiement, relevé et le prêt lié à mon nom. Élodie l'a fixé comme si c'était une bombe. « Ceci, ai-je dit en tapotant le dossier, c'est tout ce que vous avez utilisé sans permission, tout ce que vous avez décidé être à vous, je ne suis pas là pour vous crier dessus, je suis là pour rendre cela aux bonnes personnes. » Maman avait l'air terrifiée. « Manon, on va arranger ça,
on va s'occuper du prêt, on va. Je sais, ai-je dit, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne le porterai plus. Papa a dégluti difficilement, on n'a jamais voulu te faire de mal. Vous n'avez pas pensé à me faire de mal, ai-je répondu, vous n'avez pas pensé à moi du tout. Pendant un long moment, personne n'a dit un mot, puis je me suis reculée en expirant lentement, j'ai fini d'être la fille facile, la flexible, celle qui peut attendre. À partir de maintenant, toute dette à mon nom sera traitée légalement, tout lien financier entre nous s'arrête aujourd'hui. Le visage d'Élodie s'est tordu, alors c'est tout, tu penses que tu vaux mieux que nous maintenant? Non, ai-je chuchoté, je pense enfin que je me suffis. La pièce semblait différente après ça, plus légère pour moi, plus lourde pour eux. Je me suis levée, rassemblant mes affaires, merci docteur. Alors que je marchais vers la porte, maman a tendu la main, Manon, attends, s'il te plaît. Je me suis arrêtée, mais je ne me suis pas retournée, vous avez pris mon avenir comme si c'était de la petite monnaie, je le reprends. Puis je suis sortie de la clinique, laissant la porte se refermer derrière moi. Dehors, l'air semblait froid et pur, comme un nouveau départ, pour la première fois de ma vie le silence autour de moi ne semblait pas vide, il avait le goût de la liberté. Dans les jours qui ont suivi, les retombées se sont installées lentement comme la poussière retombe dans une pièce après l'effondrement de quelque chose de lourd, pas de cris, pas de confrontation dramatique, juste les conséquences silencieuses et indéniables de la vérité finalement dite à voix haute. Élodie a appelé une fois, j'ai laissé sonner, maman a essayé 2 fois, j'ai laissé les 2 appels aller sur la messagerie. Papa a envoyé un court message, on s'occupe du prêt. Ce n'était pas des excuses, mais c'était un aveu, et c'était suffisant. Pendant ce temps, Marc m'a contacté, pas pour se défendre, pas pour blâmer qui que ce soit, il a simplement écrit « Je suis désolé pour mon rôle dans tout ça, j'aurais dû parler plus tôt ». Son honnêteté m'a surprise plus que tout ce qui s'était passé dans cette salle de clinique. Élodie et maman, d'un autre côté, ont été forcées de faire face au poids de leur choix, sans mon épargne pour soutenir d'autres traitements, la pression financière s'est reportée directement sur elles. Le vernis de contrôle qu'Élodie portait toujours s'est fissuré, elle a arrêté de poster des photos souriantes, les mises à jour constantes sur ses nouvelles tentatives ont disparu. Maman est devenue plus calme, plus prudente avec ses mots, comme si elle avait finalement réalisé que le silence n'était pas la même chose que la sécurité. J'ai déménagé dans un petit appartement plus près du centre-ville, un endroit avec du parquet rayé et des murs fins, mais avec une lumière du soleil qui traverse le lit chaque matin. J'ai acheté un bureau bon marché, je l'ai installé près de la fenêtre et j'ai passé mes nuits à travailler sur mes dossiers d'inscription pour reprendre mes études. Pour la première fois, l'avenir que j'imaginais n'était pas lié à ce que quelqu'un d'autre me permettait d'avoir, c'était le mien. Jade est passée un soir avec des plats à emporter et un grand sourire. Tu as l'air plus légère, a-t-elle dit en me tendant des baguettes. Je me sens plus légère, ai-je admis, et c'était vrai. La douleur était toujours là, mais elle avait changé, ce n'était plus le genre de douleur creuse et suffocante, c'était la douleur de la guérison, de la croissance. Au moment où j'ai cliqué sur envoyer pour ma première candidature, une certitude tranquille s'est installée en moi, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, je n'étais plus le personnage d'arrière-plan dans ma propre famille, je me choisissais moi-même. Je pensais autrefois que la famille était quelque chose que l'on protégeait quel qu'en soit le prix, mais maintenant je connais la vérité, se protéger soi-même n'est pas une trahison, c'est de la survie. Le jour où je suis sortie de cette clinique, je n'ai pas seulement laissé leurs erreurs derrière moi, je suis entrée dans ma propre vie pour la première fois. Et soumettre ces candidatures pour l'université, ça, c'était mon remboursement, pas en euros, mais en dignité, en direction, en reprenant ce qui m'avait été volé. Si mon histoire résonne avec quelque chose que vous avez vécu, si vous avez déjà dû vous battre pour votre propre avenir, dites-moi d'où vous m'écoutez, partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.